Robert Ménard est journaliste depuis 1979. Avec 3 autres confrères, il crée Reporters sans frontières en 1985, se donnant pour objectif de défendre la liberté de la presse dans le monde. Il reprend en 2004 la revue Média en guise de réponse aux critiques lui reprochant de se préoccuper davantage des journalistes emprisonnés à l'étranger que de la situation des médias en France. Mais le magazine s'arrête faute d'annonceurs. De mars 2010 à juillet 2012, il anime sur e-télévision l'émission Ménard sans interdit, où il reçoit des personnalités. C'est à cette occasion qu'il reçoit Georges Fenech, alors président de la Miviludes. Il est, à notre connaissance, le seul journaliste qui a su questionner le fond de l'action de la Miviludes lors de la remise de son rapport en 2010. Robert Ménard a récemment lancé un nouveau site internet d'information, Boulevard Voltaire. Il nous présente dans cette interview la critique qu'il porte sur les médias en général et répond plus particulièrement sur le traitement de la question des dérives sectaires. Tout le monde le constate, on ne peut pas dire que les médias en France soient libres, mais peut-être pas pour les raisons qu'on imagine. En tout cas, il y a tout un tas de points de vue, tout un tas de gens, tout un tas de problématiques qui n'ont pas de place dans les médias traditionnels, dans les grands médias, dans les médias de masse. Et c'est pour ça qu'on avait créé Média, cette revue, pour réfléchir à cette partie, vous avez compris, d'atteinte à la liberté de la presse, en gros dans des démocraties et pas dans des régimes autoritaires. Et là, j'ai découvert, alors j'en reviens directement à ce qui vous intéresse, j'ai découvert, revenant au journalisme, je veux dire dans sa pratique, 25 ans plus tard, à quel point la liberté de la presse, elle était corsetée, limitée dans les médias français. Mais elle ne l'est pas pour les raisons invoquées par les journalistes. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les journalistes? Ils vous disent qu'il y a des pressions des politiques. C'est vrai, il y en a, mais c'est à la marge. Ils vous disent qu'il y a des pressions des agences publicitaires. Si jamais vous dites quelque chose qui ne leur plaît pas, ils vous coupent les vivres. C'est vrai, je ne le conteste pas. Ils vous disent qu'il y a les propriétaires des médias, qui souvent sont des entreprises qui ont besoin des commandes des États dans le bâtiment, dans l'armement, et donc qui n'ont pas envie, en gros, de faire de la peine aux gens qui dirigent l'État. C'est vrai. Mais ce qu'ils oublient de vous dire quand ils vous ont dit ça, c'est qu'il y a un quatrième acteur, le plus nocif en termes de liberté de la presse, ce sont les journalistes eux-mêmes. Et pas les directions, les journalistes eux-mêmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que les journalistes, ils sortent des mêmes milieux, ils pensent les mêmes choses, ils se nourrissent et ils se désaltèrent aux mêmes choses, c'est-à-dire aux médias, chacun copiant l'autre. Ils ont une sainte peur, c'est de déplaire au plus grand nombre. Et tout ça, ça fait des médias qui chassent en meute, sur les sectes, c'est l'exemple même, qui applaudissent au même moment, qui détestent au même moment, et qui répètent à n'en plus finir les mêmes, alors j'allais dire mensonges, alors, disons fariboles, pour pas être trop désagréable. C'est ça que j'ai constaté. Dès que vous essayez de dire, mais c'est peut-être plus compliqué que ça, peut-être que y a des dérives sectaires, moi je suis pas du tout, vous avez compris, un spécialiste de ça, mais peut-être que tous les témoins de Jéhovah sont pas des salopards, que dans les gens qui sont dans l'église de Scientologie, il y a peut-être des gens de bonne foi, ça existe aussi les gens de bonne foi un peu partout. Vous dites ça, mais attendez, comment tu donnes la parole à ces gens-là? Comment tu les reçois? Comment tu te fais l'agent tu serais une espèce de prosélyte qui se cacherait et tout. Vous avez compris que c'est pas mon problème, ces églises minoritaires, pour prendre un terme que je préfère à celui de secte. Mais évidemment, vous êtes immédiatement montré du doigt parce que vous n'êtes pas dans la doxa. C'est déjà tranché, c'est déjà acquis, il n'y a pas de débat possible. Alors voilà, vous êtes dans un milieu comme ça. Et vous avez compris, c'est pas par méchanceté du tout, c'est pas, ils sont pas manipulés, c'est pas, on ne tire pas les ficelles. Non, il n'y a pas besoin de tirer les ficelles, il n'y a pas besoin de les manipuler. Parce que le journaliste de base, c'est ce qu'il pense. Et vous avez compris, il le pense sincèrement que ces gens-là sont des salauds parce qu'ils sont témoins de Jéhovah ou que sais-je encore. Mais vous pensez qu'ils le pensent vraiment ou que c'est juste une paresse intellectuelle qui fait qu'ils ne sont pas allés voir, qu'ils sont pas allés... C'est les deux, peut-être que oui, il y a ça, mais en même temps, ça c'est la paresse. Quand vous êtes dans un média d'information continue, la réponse qui vous sera faite, c'est évidemment on ne va pas enquêter sur tout toute la journée quand on fait 24 heures sur 24 d'information. À la limite, j'accepterais qu'on dise je connais pas, mais alors dans ce cas-là, on donne la parole à tout le monde.
On ne privilégiait pas. Moi, je fais confiance aux gens qui sont derrière l'écran et qui vont regarder l'émission que je faisais, puisque je ne la fais plus. Et je rêverais qu'on puisse les faire débattre dans un débat qui soit équitable, c'est-à-dire où on ne met pas 23 victimes des sectes, et il y en a des victimes des sectes, et puis d'un autre côté, un seul type qui serait le bouc émissaire de tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez, je ne dédouane personne d'un certain nombre de pratiques qui sont condamnables. Sur la question des sectes, mon seul point de vue, il est qu'il y a suffisamment de lois en France pour protéger les enfants, pour protéger les personnes vulnérables, pour, s'il y a des problèmes de ce type-là, faire condamner les gens qui se comportent mal et qu'il faut faire condamner. Pour le reste, on glisse vite au procès de pensée, au procès de parole. Il y a un truc qui s'appelle la liberté religieuse, ça ne s'applique pas qu'au grand monothéisme, ça doit s'appliquer à tout le monde. Est-ce que justement on n'est pas dans un problème de sémantique où on utilise des expressions qui ne veulent plus rien dire, mais qui sont acceptées, comme vous disiez, à force de répétition par le public, par les médias, qui sont répétées et qui deviennent... Mais vous avez absolument raison. Je vais vous prendre un autre terme pour voir sur le fonctionnement des médias. Sulfureux. Vous savez, on dit de quelqu'un, il est sulfureux. Qu'est-ce que ça veut dire sulfureux? Ça vous permet de salir quelqu'un, parce que ça laisse entendre, si je dis de vous, vous êtes sulfureux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas net, pas clair, bref, que vous avez des choses à cacher. En même temps, je dis rien de précis. Vous ne pouvez pas m'attaquer. Sulfureux, je n'ai pas dit que vous étiez un voleur, je n'ai pas dit que vous étiez un assassin, je n'ai pas dit que vous étiez un escroc. Parce que ça, je vous dis ces trois termes, vous me poursuivez, vous me gagnez. Je dis sulfureux, au fond, oui, c'est pas gentil, mais enfin, ça laisse tout entendre sans rien dire. Je suis d'accord avec vous. Derrière le mot secte, on salit des gens. C'est pas vraiment une insulte, mais ça laisse tout entendre. Quand je parle de dérive sectaire, il y a eu des comportements par des groupes de ce type-là qui sont condamnables par la loi. Moi, je suis pour qu'on condamne et qu'on gagne fortement et sans aucun état d'âme. Quand des enfants sont maltraités, quand des enfants sont victimes de comportements qui sont condamnables, attendez, dans le code pénal, qu'ils soient condamnés et tout. Tout le reste, il faut faire attention parce qu'on invente des mots, on invente des qualificatifs qui permettent de montrer du doigt, d'excommunier, si j'ose ce mauvais jeu de mots, dans le domaine des sectes, des comportements qui sont plus compliqués que ça. Alors, vous avez mentionné à Georges Fenech le fait que l'ONU, par exemple, critiquait la politique de la France, et en gros, il vous a répondu que l'institution était infiltrée par des ONG qui étaient fondées de sectes. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui avez voyagé c'est se moquer du monde. Juste, la France a une conception dans ce domaine-là de la liberté religieuse pour le moins étriquée. Et que tout le monde anglo-saxon a une vision plus ouverte de ça. En plus, tout un tas de pays du Sud sont confrontés à la montée de religions minoritaires par rapport aux grandes religions. Alors, une fois de plus, peu importe que j'en pense du bien ou pas du bien, mais enfin, je le constate, et ils sont donc plus sensibles peut-être qu'en France à une ouverture d'esprit, à la nécessité de prendre en compte ça. Vous allez dans les banlieues, il y a un développement de l'islam, mais vous savez, le développement le plus important, c'est pas l'islam, c'est tous les mouvements protestants, les évangélistes et tout. Est-ce que tous ces gens-là sont des sectes? Est-ce que dans une société où il y a un tel individualisme, chercher un lieu où, à tort ou à raison, d'une manière ou d'une autre, que je partage pas, dont je partage pas peut-être les modalités dans les détails, on se tient chaud et on se protège? Est-ce qu'en soi, ça mérite pas mieux qu'une condamnation et peut-être un regard un peu attentif aux autres? Bien sûr, non, la réponse de M. Fenech là-dessus, elle est juste pas sérieuse. Pas sérieuse. Quant au rapport de l'ami Villud, permettez-moi de vous dire, pour y avoir jeté un tout petit peu un œil plus sérieux que je ne donne l'impression ici, de voir que ça avait été fait souvent à l'emporte-pièce, en mélangeant tout et n'importe quoi, et là, ça pose un certain nombre de points. Il faut faire attention parce qu'on montre du doigt un certain nombre de gens et qu'il faut faire attention quand on accuse les gens. Finalement, en conclusion, vous lui avez demandé s'il n'était pas un peu comme une police de la pensée. Il n'est pas une exception, M. Fenech. Il est, dans le domaine des sectes, au fond, le produit du comportement de la classe politique ou de la classe politique et des médias réunis. Il y a une doxa, il y a une façon de voir les choses
qui doit être partagé par tout le monde. Si vous ne pensez pas ça, c'est que vous êtes automatiquement, comment vous dire, l'instrument d'un certain nombre de gens. Les gens n'imaginent pas que vous puissiez donner la parole, en gros, à ceux qui sont les méchants de l'histoire, sans que vous ayez un intérêt personnel ou sans que vous partagiez le point de vue de ces gens-là. Moi, j'ai passé ma vie à donner la parole à des gens dont je ne pense pas, dont je ne partage pas le quart du début d'une phrase. Vous voyez, mais je pense qu'il faut faire entendre ces gens-là. Qu'est-ce qui s'est passé suite à cette interview avec Georges Fenech à iTélé? Quelle a été la réaction? Est-ce qu'on vous l'a reproché? Non, on me l'a pas reproché, mais tout le monde, tout un tas de gens se sont étonnés de ce choix-là. Se sont étonnés. Mais je me rappelle avoir reçu l'Opus Dei, qui est alors très loin, puisque c'est une partie de l'Église catholique et romaine, on ne peut plus officielle et tout. Pareil, l'idée, pour tout un tas de médias, l'Opus Dei, vous savez, c'est le méchant dans le Da Vinci Code, vous savez, le fou furieux dans ce roman que tout le monde a vu. Et là encore, c'est comment on donne la parole au diable, si j'ose dire, pour l'Opus Dei, c'est un comble. Pareil, pour les sectes, c'est pareil. C'est-à-dire que, spontanément, les rédactions ont choisi leur camp. Ils détestent le pape. Le pape, il est évidemment le mauvais. Ils détestent les sectes, ils détestent l'Opus Dei, ils détestent, je sais pas, Marine Le Pen, ils détestent les gens qui s'interrogent sur l'avortement, ils détestent tout ça. Voilà, la réaction, elle était, dans ce cas-là, il n'y en a pas eu de particulier, mais si vous voulez, ça a aggravé encore un peu plus mon dossier, parce que j'ai reçu pas que ces gens-là et pas que dans ces conditions-là. Donc chaque fois, ça complique les choses. Il y a quand même des journalistes qui auraient envie, peut-être, de temps en temps, d'écrire quelque chose qui sorte un peu des... Ils ont qu'à le faire. Et vous pensez que ça serait accepté? Il y a pas... Mais bien, attendez, mais c'est... Moi, j'en ai marre d'entendre cet argument-là. Non, ils ont qu'à prendre leur courage par la main et le faire. Les journalistes qui me disent « Oui, mais tu comprends, je ne peux pas faire ça et ça ». Mais Coco, tu prends des risques. On ne peut pas passer sa vie, quand on est journaliste, à donner des leçons au reste du monde, à s'étonner des lâchetés de la classe politique, à trouver que le corporatisme fait des ravages, que quand même, les gens ont pas le courage de leurs opinions, et puis... Dès que c'est vous, alors là c'est fini. Et oui, tu comprends, j'ai un gosse et tout. Et oui, moi j'en ai 4, ça va, on va arrêter. Oui, ça peut être compliqué dans les rédactions, mais enfin attendez, sinon on ne dit pas qu'on fait ce métier-là. Si je joue dans mon métier quelque chose qui relève de l'intellectuel, entre 3 guillemets, il ne faut quand même pas exagérer, en gros de ce que je pense et ce que je suis, mais alors ça vaut le coup de se battre, non? Ça vaut le coup de prendre des risques. Ça arrive, ça bouge, des choses sont en train de changer. Parce qu'en France, vous êtes sur le pire des pays pour ça. On n'aime pas le débat en France, c'est pas vrai. On aime le débat enfermé entre, en gros, les gens convenables. Et les gens dont vous parlez là, ils sont classés dans les gens pas convenables. Et ils n'ont pas leur place autour de la table des gens qu'on a envie de réunir dans les médias. Ou si on fait appel à l'un ou l'autre, c'est pour le montrer du doigt et pour en faire le bouc émissaire de la soirée. On est dans ce terrain-là. Moi, je pense que Internet est en train de changer ça. Les gens n'y croient plus, les médias traditionnels. Mais ça, c'est massif. C'est ni droite, ni gauche, ni extrême droite, ni extrême gauche. Les gens, ils ne croient plus les médias traditionnels. Parce qu'ils ont mesuré chacun à leur niveau, que sur un truc qu'ils connaissaient, que ce qu'on leur avait raconté, c'était au pire des cracks, au mieux une espèce de truc manichéen qui rendait pas compte de ce qu'ils avaient vu ou vécu, que par extension, les gens se disent, mais attends, si ce que je connais est aussi maltraité, qu'est-ce qui va en être du reste ?